Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up consacré à la paralysie cérébrale dont la journée mondiale de lutte est célébrée le 6 octobre de chaque année. Au Cameroun, les enfants qui en souffrent sont victimes de rejet de la part de la société, mais souvent de leurs parents. Assimilés à des enfants sorciers ou encore à des enfants serpents. On en parle dans ce nouveau numéro de votre magazine de la santé, juste après cette transition. À tout de suite. Bonsoir une fois de plus. C'est la première cause de handicap chez les enfants, la paralysie cérébrale qui est un ensemble des troubles permanents du mouvement et de la posture, souvent accompagnés des troubles intellectuels. C'est le cerveau qui est lésé pendant la grossesse ou lors d'un accouchement compliqué ou encore durant les 2 premières années de vie dues à un accident vasculaire cérébral. Ces lésions irréversibles détériorent les messages entre les muscles et le cerveau. Nous en parlons avec un neuropédiatre. Mais avant, je vous invite à suivre le sommaire. Au sommaire de votre magazine de la santé Check-up cette semaine, la paralysie cérébrale. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les causes et surtout, qu'en est-il de la prise en charge? Au Cameroun, Dr Dominique Enyama, neuropédiatre, apporte des éléments de réponse dans cette édition de Check-up. Votre magazine de la santé vous propose ce soir une incursion dans un centre de rééducation des enfants atteints de paralysie cérébrale. La chronique du dentiste de ce jour traite du saignement des gencives. Dans la rubrique « Allô docteur », un médecin répond à vos questions. Bienvenue à vous qui preniez le programme à l'instant. Vous pouvez réagir sur nos différentes plateformes numériques. Il est déjà sur ce plateau le docteur Dominique Enyama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes neuropédiatre en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Au quotidien, vous vous occupez des enfants. Quelles sont les affections, docteur, qui reviennent le plus souvent dans vos consultations? Alors, dans nos consultations, globalement, les affections qui reviennent le plus souvent, c'est tout ce qui concerne les retards de développement psychomoteur, au premier rang desquels donc la paralysie cérébrale, et puis il y a tout ce qui est affection concernant les convulsions, les épilepsies, les retards du langage avec les troubles du spectre autistique de l'enfant et plusieurs autres pathologies neurologiques touchant l'enfant. Alors, concernant la paralysie cérébrale, qui est le sujet qui nous intéresse ce soir, quelle est la moyenne ou alors la fréquence des consultations? Est-ce que le problème est grave? Alors, le problème, effectivement, est assez préoccupant parce que vous savez que le 6 octobre de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de la paralysie cérébrale et c'est donc l'occasion pour les professionnels qui s'en occupent de faire un peu le point sur la situation. Donc en 2022, on estime que dans le monde, il y a à peu près 17 millions de personnes vivant avec une paralysie cérébrale et autour de ces 17 millions de personnes, on estime qu'il y a 350 millions de personnes qui sont soit un parent, soit de la famille de la personne atteinte. Alors pour ce qui concerne le Cameroun, on a des études donc dans les services qui ont des services de neuropédiatrie. Donc nous par exemple à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, nous avons regardé dans notre cohorte de patients consultés, donc sur quelques 4000 consultations, oui, nous avons eu à peu près 200 cas de paralysie cérébrale, ce qui fait une fréquence de 5% à peu près.
Docteur Enyama, avant de poursuivre notre entretien, je vous invite à suivre ce reportage. Il faut dire que la patience, l'amour et l'espérance d'un lendemain meilleur est un état d'esprit permanent chez les parents et tuteurs d'enfants victimes de paralysie cérébrale. Vivre au quotidien auprès de ces enfants demande des forces psychologiques, matérielles qui malheureusement ne suivent pas toujours. Témoignage compilé dans ce reportage que signent Elisabeth Ngoum et Marius Kosso. Comme tous les enfants, ils ont besoin aussi d'être scolarisés. Davantage pour acquérir des réflexes d'autonomie que pour moins se sentir exclus de la société. Les enfants en infirmité motrice cérébrale se comptent par milliers au Cameroun. Aujourd'hui, il existe des établissements spécialisés qui répondent à leurs besoins éducatifs. C'est le cas de ce centre de rééducation dans le 5e arrondissement de la ville de Douala qui accueille chaque année de nombreux enfants atteints de paralysie cérébrale. Nous avons des IMC, infirmité motrice cérébrale, nous avons des enfants autistes, nous avons aussi des enfants trisomiens. Ils n'ont pas les mêmes troubles, il y a plusieurs cas, les cas diffèrent d'un enfant à l'autre. C'est pourquoi on parle d'éducation spécialisée, parce que chaque enfant a son profil selon son besoin. Donc les cas sont différents. Ici, des aménagements spécifiques ont été mis en place afin de permettre aux enfants d'apprendre au mieux de leurs capacités. Pour la prise en charge c'est cas par cas. Chaque enfant, après une évaluation, on va ressortir ses besoins prioritaires et c'est à base de ces besoins que nous allons travailler chaque jour. Donc, un enfant peut ne pas être propre et l'autre est propre. L'autre peut avoir le langage et l'autre non. L'autre peut connaître, faire des imitations et l'autre ne le connaît pas. Donc ça va dépendre de chaque enfant. La prise en charge, c'est pourquoi on parle d'éducation spécialisée. Parce que chaque enfant est spécial, oui. Fanta Samira Massa est la mère d'un enfant IMC. Scolarisé dans une école ordinaire de la capitale politique Yaoundé, ce dernier évolue plutôt bien. Notons tout de même que cela est le résultat de nombreux efforts et sacrifices, nous précise-t-elle. Vivre avec un enfant souffrant, atteint d'un IMC ou paralysie cérébrale, ce n'est pas chose aisée parce que ces enfants ont des besoins spéciaux. Non seulement ça demande leur prise en charge, demande des médicaments parce qu'ils font généralement des crises de convulsions. Et il faut également ils sont pour la plupart hyper actifs. Donc ça veut dire qu'il faut les séances de psychomotricité pour leur permettre pour mieux les canaliser et pour que leurs muscles soient plus relax. Parce que pour la plupart, ceux qui ne suivent pas les séances de psychomotricité deviennent raides. Ces enfants nécessitent un accompagnement pluridisciplinaire. Ça veut dire qu'il faut des éducateurs spécialisés, il faut les orthophonistes pour éduquer la parole, il faut même des kinés pour éduquer le physique, ceux qui sont atteints physiquement. Et il faut aussi l'ergothérapeute. Donc ce sont des thérapeutes qui interviennent. Et ce n'est pas à la portée de tout parent d'offrir les séances de psychomotricité à son enfant. Déjà, on sait que la plupart de ses parents sont des personnes démunies. Il faut vous le débourser pour minimum c'est 2000 francs par séance, voire plus. Il faut au moins 2 séances la semaine. Et c'est pour davantage sensibiliser qu'elle a créé Aslan, une association qui regroupe en son sein des parents et personnels soignants qui particulièrement sont affectés par les erreurs médicales et la paralysie cérébrale. Son combat est le même que celui des éducateurs spécialisés, redonner de l'autonomie à ses enfants.
L'autonomie, pour que les enfants possèdent plus d'autonomie, il faut un travail permanent, quotidien, leur montrer des petites astuces. Dès l'arrivée, par exemple, on leur demande de se déchausser. Et puis, quand ils vont rentrer, il va falloir que l'enfant apprenne à se chausser. Et ceux qui ne sont pas encore propres, on les accompagne aux toilettes toutes les 30 minutes pour qu'ils acquièrent qu'il faut faire pipi ou popo dans les toilettes. Loin des adaptations proposées à l'école, les parents aujourd'hui sont invités à davantage s'impliquer et ceci commence par l'acceptation du handicap de leur progéniture. Pour un parent qui accepte déjà son enfant tel qu'il est, non seulement ça réconforte le parent et ça aide également le développement psychosocial de l'enfant. Plus le parent se sent stigmatisé et délaissé de la société, plus ses frustrations vont revenir sur son enfant. Donc j'appelle les parents à mieux intégrer dans leur quotidien leurs enfants. Pourquoi pas leur amener dans les lieux de jeu comme tous les autres enfants, à leur faire, en tout cas, leur traiter comme tous les autres enfants. Il est bien vrai qu'ils sont différents, mais ça fait d'eux des êtres à part entier. Ce sont certes des enfants différents qui nécessitent une prise en charge particulière. Fort est de constater qu'au Cameroun, le manque d'établissements et d'encadreurs spécialisés dans ce sens ne favorise pas forcément une meilleure insertion. Il faut encore du personnel, il n'y en a pas assez. Il y a un manque de personnel parce que ces enfants demandent encore plus d'encadreurs. Il y en a manque, ce que je peux dire dans ce sens. Retour sur ce plateau, comme on vient de le voir, différents spécialistes, Dr Enyama, interviennent dans la prise en charge. Et on sait que cette prise en charge-là a un coût. Vu que vous avez plusieurs spécialistes, il faut aussi débourser beaucoup de moyens. À part les neuropédiatres, quels sont les autres spécialistes qui rentrent dans la prise en charge ? Alors, effectivement, Mireille, la prise en charge de cette affection, elle est pluridisciplinaire parce que ces enfants, ce sont des enfants qui posent généralement plus d'un problème. Donc il y a des problèmes non seulement de la motricité, où ils ont des troubles de la motricité, mais il y a également des problèmes associés. Il peut y avoir des problèmes du langage, il peut y avoir des problèmes de déficience intellectuelle, il peut y avoir des problèmes de déficience neurosensorielle, en particulier la déficience visuelle ou auditive. Et vous voyez donc autant de déficiences, ça fait pratiquement autant de spécialistes qui doivent intervenir. Donc nous avons vu tout à l'heure effectivement le cas de l'éducatrice spécialisée qui est un élément de la chaîne de prise en charge, mais au quotidien, nous avons besoin pour ces enfants d'une rééducation, une rééducation sur le plan de la motricité, donc avec les kinésithérapeutes qui vont intervenir, les psychomotriciens qui vont intervenir. S'il y a des altérations du langage, on peut avoir besoin de faire intervenir des orthophonistes, donc des spécialistes du langage, voilà, ainsi de suite. Donc, et vous savez que le problème, il y a également un volet psychosocial. Oui. Les familles qui sont affligées, ça peut être difficile sur le plan psychologique au quotidien, donc parfois il faut un soutien psychologique pour ces familles qui ont un enfant affecté. Et vous faites bien de le dire, hein, docteur Enyama, vous parlez des familles. On a des parents qui rejettent leurs enfants. Est-ce que vous en avez déjà vu, peut-être pendant vos consultations, des parents qui viennent et lorsque vous échangez avec eux, vous comprenez qu'ici, ils sont exaspérés, ils ne veulent plus de cet enfant? Alors, tout à fait, hein, c'est une situation qui est compliquée. C'est un enfant qui arrive, qui est un enfant handicapé, qui n'était pas nécessairement attendu comme cela. Donc il y a un phénomène de déni
de rejet. Et puis, vous savez qu'il y a également la problématique des croyances qui ont la peau dure. Hein. On parle de ces enfants serpents, oui. ces enfants sorciers. Oui. Voilà, qu'on traite un peu de tous les noms. Et donc, il y a même déjà le regard de la société vis-à-vis de ces enfants qui rend la chose très compliquée aux parents. Et vu que vous le dites, on sait que le rejet, le déni des parents est si fréquent que cette année, lors de la célébration de la journée mondiale de la paralysie cérébrale, l'accent a été mis sur la conscientisation de ces parents qui n'acceptent pas le handicap de leurs enfants. Et dans le reportage, vous avez également écouté cette maman qui dit que son enfant est devenu ainsi à cause d'une erreur médicale. Alors, docteur Enyama, quelles sont les causes des paralysie cérébrale? Alors, c'est une très bonne question. Et donc, effectivement, les causes, c'est des causes qui sont finalement liées à l'agression du cerveau ou à un manque d'oxygénation du cerveau. Et donc, pour nous, il faut comprendre que au moment de la naissance, par exemple, il y a la respiration qui doit se mettre en place chez le nouveau-né. Lorsque cette respiration ne se met pas en place rapidement, le cerveau manque d'oxygène et les cellules nerveuses vont être détruites. Et c'est donc cette destruction des cellules nerveuses qui va être à l'origine de la paralysie cérébrale. Donc, il y a comme ça un certain nombre de situations dans lesquelles l'enfant va souffrir, soit à la naissance, soit même déjà pendant la grossesse, dans le ventre même de la maman, soit après la naissance, une condition, des convulsions qui durent pendant longtemps, ou bien un ictère qui est une jaunisse, la coloration jaune des yeux, qui vont aller attaquer le cerveau, entraîner des destructions au niveau des neurones et on va donc évoluer vers une paralysie cérébrale. Est-ce que ce n'est pas possible de prévenir tout ce que vous avez cité là avant la naissance de l'enfant? Tout à fait, tout à fait. Il y a donc des moyens de prévention, au premier rang desquels, évidemment, la future maman qui doit bien faire suivre la grossesse pour détecter à temps toute anomalie dans le cours de la grossesse. Deuxièmement, au moment de l'accouchement, il faut que l'accouchement soit mené dans une structure ou dans une formation sanitaire qui soit capable de réagir immédiatement à la naissance au cas où la respiration du bébé ne venait pas à s'installer spontanément. Et ensuite, vous avez l'une des autres causes qui est très fréquente de paralysie cérébrale, l'ictère ou la jaunisse chez le nouveau-né, qui n'est pas un danger parce que les yeux ou la peau est jaune, mais parce que cette jaunisse va aller au niveau de certaines structures particulières dans le cerveau, détruire ces structures-là et être plus tard à l'origine d'une paralysie cérébrale. Donc il faut avoir un traitement correct de cette jaunisse qui contrairement aux croyances reçues, n'est absolument pas d'aller exposer l'enfant à la lumière du soleil le matin ou le soir, mais qu'il faut amener l'enfant en consultation pour éventuellement le mettre sous ce qu'on appelle la photothérapie, c'est-à-dire la lumière bleue, qui va permettre de dégrader cette jaunisse-là et ainsi de prévenir ce cerveau de cet enfant de paralysie cérébrale. Et vu que vous parlez de croyances, docteur Enyama, il faut bien préciser à nos téléspectateurs, vous êtes revenu sur les causes de ces paralysies cérébrales-là pour dire qu'il n'est nullement question de sorcellerie ou d'aller déposer les enfants dans les rivières ou alors d'aller laisser les enfants au village dans certains endroits pour qu'ils redeviennent, entre parenthèses, normaux. Oui. Il y a des causes et vous l'avez dit, ce qu'il faut faire pour se mettre à l'abri de ces paralysies cérébrales-là. Alors, docteur, est-ce que ici la formule dépister tôt pour mieux venir à bout tient la route, vu qu'on sait que c'est une maladie irréversible? Effectivement, la paralysie cérébrale, c'est un trouble neurologique permanent, caractérisé par donc une difficulté dans le mouvement. Donc, et ce trouble neurologique permanent est dû à des lésions qui sont survenues sur un cerveau
en développement. Très bien. Donc, une fois que les lésions sont installées, effectivement, elles vont persister tout au long de la vie. Cependant, il y a une notion qu'on appelle la notion de plasticité cérébrale qui fait que l'enfant pourra quand même récupérer ou utiliser des lésions du cerveau qui n'ont pas été endommagées pour faire des choses que d'autres régions endommagées étaient censées faire. Donc c'est une espèce de reprogrammation qui doit se faire. Et vous comprenez donc que la plupart des travaux scientifiques l'ont d'ailleurs démontré que plus tôt on engage ce processus d'entre guillemets reprogrammation, meilleurs seront les résultats. Donc d'où l'intérêt de diagnostiquer le plus tôt possible pour mettre en place une thérapeutique qui va permettre d'accompagner ces enfants. Et même si nous ne pouvons pas les guérir complètement, nous pouvons les améliorer considérablement. Le but étant d'éviter des complications et d'arriver à une meilleure autonomie. Alors, comment vivre avec ces enfants pour mieux les stimuler, docteur ? Alors, tout d'abord, je pense que tout part d'un diagnostic correct, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit pour le moment, mais il y a différentes formes de paralysie cérébrale. Il y a des paralysies cérébrales qui sont dites spastiques, dans lesquelles les enfants vont se manifester avec des raideurs généralisées. Il y a des paralysies qui sont plutôt ataxiques, où ils auront plutôt des troubles de l'équilibre. Et il y a des paralysies cérébrales qui sont de type dyskinétique, où il y aura des mouvements involontaires, anormaux, un peu permanents de l'enfant. Donc, et il y a également d'un autre côté la topographie, c'est-à-dire la localisation des déficits. L'enfant peut avoir les 4 membres paralysés. On va parler d'une quadriplégie spastique, par exemple. Il peut avoir un côté du corps qui est paralysé, on va parler d'une hémiplégie spastique, ou il peut avoir les membres inférieurs qui sont paralysés, on parlera de diplégie spastique. Donc, en fonction du type de paralysie cérébrale et de la forme, il y a un accompagnement spécifique que les kinésithérapeutes, les psychomotriciens et tous les personnels de rééducation qui sont autour de l'enfant connaissent et vont donc mettre en œuvre dans le cadre donc d'un programme de prise en charge de cet enfant. Docteur Dominique Kenyama, nous nous acheminons déjà vers la fin de cet entretien, mais avant de nous séparer, quel est le message que vous pouvez adresser aux parents qui nous regardent en ce moment et qui ont des enfants qui souffrent de paralysie cérébrale, par votre expérience lors de vos consultations au quotidien? Alors, aux parents et aux téléspectateurs qui nous écoutent ce soir, les messages que nous aimerions passer, c'est que tout d'abord, la paralysie cérébrale, c'est une affection médicale. C'est une affection médicale qui est aujourd'hui bien connue et qui est due à une atteinte sur le cerveau. À partir de ce moment, vous voyez que les populations, les communautés doivent nous aider à faire progressivement dissiper ces croyances qui pensent à des causes surnaturelles, à des causes de sorcellerie, etc., pour se rendre compte que c'est véritablement une pathologie qui est connue. Le deuxième aspect, c'est l'aspect autour du diagnostic. Une fois que vous avez un enfant qui présente un retard psychomoteur, c'est-à-dire des difficultés à s'asseoir après l'âge de 6-9 mois ou des difficultés à marcher après l'âge de 12 à 18 mois, il faut consulter. Voilà globalement le message que nous pouvons donner aux téléspectateurs ce soir. Docteur Dominique Kenyama, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Le programme c'est Check-up, votre magazine de la santé hebdomadaire, diffusé tous les mardis à 21h30 sur Canada International. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, faites-les nous savoir sur nos différentes pages dont les adresses s'affichent au bas de vos petits écrans. Parlons de toute autre chose à présent. Généralement, après avoir croqué, mâché
ou encore couper un aliment, vous avez des gencives qui saignent. Qu'est-ce qui peut provoquer cet état des choses? Comment y remédier? Le chirurgien dentiste Joël Manfo vous répond dans la chronique. Aujourd'hui, nous allons parler du saignement des gencives. Sandrine, depuis un certain nombre de temps, a un problème. Lors de l'examen de Sandrine, nous nous sommes rendus compte effectivement que Sandrine avait ce qu'on appelle une gingivite. Cette gingivite était due certainement à la présence de tartre dentaire au niveau de ses dents. Ce qu'il faut savoir par rapport à la formation du tartre dentaire, c'est que tout commence lors de l'ingestion d'un aliment. Quelques instants après l'ingestion d'un aliment, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un processus qui va se mettre en place et qui est appelé le processus de formation de la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est quoi? C'est une sorte de couche qui va se former à la surface de la dent, qui adhère à la surface de la dent et qui va se former à partir des bactéries qui sont contenues dans la salive et également des débris alimentaires, des sucres qui sont contenus dans l'aliment qu'on vient d'ingérer. Concernant cette plaque dentaire, on peut la retirer aisément lorsqu'on se brosse les dents. Mais lorsque le brossage n'est pas bon, cette plaque dentaire va persister, elle va s'agrandir, elle va s'épaissir, elle va se calcifier, durcir et donner ce qu'on appelle le tartre dentaire qui apparaît généralement sur les dents comme une sorte de liséré, n'est-ce pas, au niveau des dents. Ce tartre contient énormément de bactéries et c'est ces bactéries-là qui vont entraîner donc l'inflammation de la gencive et provoquer donc cette gingivite. Cette gingivite qui va se manifester par un saignement des gencives, des douleurs au niveau des gencives, un gonflement de gencives et le changement de couleur de la gencive. Pour résoudre son problème, donc, on va effectuer ce qu'on appelle un détartrage. Le détartrage se fait sur le fauteuil dentaire à l'aide d'un appareil qui est appelé le détartreur ultrasonique, qui a une extrémité qui vibre rapidement et qui va permettre de désorganiser, n'est-ce pas, le tartre dentaire et de l'éliminer totalement. À la fin du détartrage, nous allons prescrire donc un bain de bouche et une pâte dentifrice pour compléter le traitement qui a été effectué. Pour éviter d'avoir ce saignement de gencive ou bien encore une gingivite, ce qu'il faut faire d'abord, c'est améliorer son hygiène buccale. Ça signifie quoi? Ça signifie d'abord utiliser le bon matériel de brossage. Il faut avoir une bonne brosse à dents avec une petite tête pour pouvoir aller nettoyer les dents postérieures. Il faut avoir une brosse à dents avec des poils souples pour éviter de léser les gencives. Ensuite, il faut également un bon dentifrice fluoré. Il faut compléter le brossage avec le fil dentaire. Concernant les mesures d'hygiène, il faut savoir que un bon brossage se fait pendant 2 minutes et un bon brossage se fait 2 fois par jour, le matin et le soir, toujours après les repas. Également, il faut éviter, bien évidemment, au maximum le grignotage et aussi, il faut faire un contrôle régulier chez le chirurgien dentiste, au moins 1 fois par an, contrôle pendant lequel on pourra faire un détartrage pour éviter, n'est-ce pas, une inflammation des gencives. C'est tout pour cette chronique du dentiste. Sur ce, portez-vous bien. Dans la suite de votre magazine de la santé, nous allons donner la parole aux médecins. Dans la rubrique « Allô docteur », nous allons prendre la première préoccupation qui est celle de Jean-Pierre qui nous écrit depuis le quartier Ouiac à Douala. Il voudrait savoir ce qu'il faut faire pour cette grippe qui dure. Je ne comprends pas, je souffre d'une grippe qui dure depuis 1 mois. Que faut-il faire? Pourquoi elle met aussi long? Donc, notre consultant ORL, otorhinolaryngologiste, le docteur Cédric Cafo, répond à ce téléspectateur. Alors, c'est une question qui est effectivement fréquente, de savoir, les patients disent souvent qu'ils ont une grippe qui ne finit pas. Alors, en général, derrière cette plainte se cache l'expression d'un signe qui est permanent, c'est la rhinorrhée, c'est-à-dire l'écoulement de sécrétion par le nez.
parfois associé à des éternuements, le nez bouché. Donc les patients regroupent tout ça sur le thème de grippe et disent que c'est une grippe qui ne finit pas. Pourquoi? Parce que ça persiste. Par expérience, le plus souvent c'est dû à une allergie. Ce n'est pas toujours une grippe qui, elle, est une maladie infectieuse, qui est contagieuse, qui évolue sur un mode épidémique, un mode saisonnier, qui est dû à des virus qu'on peut traiter par des médicaments et pour laquelle il existe un vaccin. Et grippe qui est différente d'une rhinite allergique qui est une réaction à certains éléments de l'environnement. Donc ce que nous avons remarqué dans nos consultations, c'est qu'il s'agit le plus souvent de la manifestation d'une allergie, et l'allergie se traite par des antihistaminiques et certains médicaments bien précis. Il faut aussi éduquer le patient à comprendre son environnement et à éviter le contact avec ses allergènes. Donc l'idéal dans ce genre de session, c'est toujours de faire une consultation vers un spécialiste ORL qui posera le meilleur diagnostic et va donc orienter le traitement. Je vous remercie. Nous espérons qu'il a été satisfait de la réponse. Comme l'a dit le médecin, il est toujours préférable d'aller consulter. Une autre préoccupation, cette fois-ci, de Janine. Janine, qui est une fidèle téléspectatrice et qui nous envoie son message depuis Yaoundé. Elle voudrait savoir ce qu'il faut faire pour venir à bout des pertes blanches. Nous allons donner la parole à notre consultant, le gynécologue obstétricien Marius Wacham, en service à l'hôpital général de Douala. Bonsoir chers téléspectateurs. La question que nous allons résoudre ce soir est celle de savoir comment venir à bout des pertes blanches. Alors ça c'est le langage commun qu'on a, mais en réalité scientifiquement on les appelle les leucorrhées. Et pour cela il existe deux types de leucorrhées, n'est-ce pas? Il y a les leucorrhées physiologiques, c'est-à-dire qui sont tout à fait normales, et il y a les leucorrhées pathologiques qui sont celles pour lesquelles il faut faire un traitement. Alors pour ce qui est des leucorrhées physiologiques, c'est ce que toutes les femmes ont de façon régulière, c'est-à-dire la plupart du temps après les règles, vous avez ces pertes-là qui viennent, mais qui n'ont aucun problème et qui ne dérangent à rien. Au contraire, nous avons les leucorrhées pathologiques qui sont, n'est-ce pas, celles-là qui sont justement très très désagréables. Commençant par leurs odeurs, elles sont des odeurs très désagréables, très malodorantes, nauséabondes à la limite, qui ont des couleurs particulières, ça peut être jaune, ça peut être verdâtre, qui sont très 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 abondantes et dans la plupart du temps qui causent énormément de démangeaisons. Et il faut noter que quand ça arrive, parfois même la vie intime de la femme est un peu compromise parce que c'est difficile de pouvoir supporter ces odeurs. Maintenant, pour ce qui est de comment venir à bout, c'est de savoir comment faire pour éviter d'avoir justement ces leucorrhées pathologiques. Et très souvent, ça passe par la prévention. C'est quoi la prévention? Premièrement, l'hygiène corporelle et intime de la femme. C'est-à-dire, la femme doit savoir comment faire son hygiène intime. C'est-à-dire, faire la toilette vaginale au moins 1 à 2 fois par jour. C'est la toilette vulvaire plutôt dont il s'agit. Nettoyer la vulve, éviter d'envoyer les doigts à l'intérieur du vagin, éviter d'utiliser les savons cosmétiques, le savon de Marseille seul suffit, ou bien de l'eau simple pour laver la vulve, éviter d'utiliser de façon répétée les ovules et les crèmes pour l'automédication et tout ça, éviter le port des sous-vêtements qui ne sont pas en coton, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les sous-vêtements en coton. Ça, c'est entre autres des éléments importants qu'il faut tenir en compte lorsqu'on veut être à bout et éviter d'avoir les leucorrhées pathologiques. Maintenant, lorsque vous vous rendez compte que toutes ces précautions ont été prises, mais malgré cela, ça continue de revenir, il est important de consulter un professionnel de la santé, en l'occurrence un gynécologue, qui va faire des examens et puis identifier le germe en cause pour vous donner un traitement adéquat. Je crois que de façon résumée, il est important et mieux de prévenir la maladie que de chercher à la guérir. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition du Check-up. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions et préoccupations sur nos différentes plateformes numériques. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes du Canada International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.